Est-ce qu'on a des questions pour commencer? Oui. J'aurais eu un commentaire et une question. Je trouve que c'était intéressant dans vos présentations au sujet voilà, la perception de l'espace, les limites en fait de ce travail-là, de l'étude spatiale à proprement dit. Vous avez bien montré tous les deux avec notamment les toponymes ou les surfaces qui font référence à des espaces anciens où finalement, plus on remonte dans le temps, plus les réalités spatiales, on n'arrive pas toujours à les saisir parce qu'elles n'ont pas le même sens actuellement, parce qu'on n'arrive pas forcément à connaître les limites. Parfois, il y a des savoir travailler sur les seigneuries médiévales ou les lieux-dits qui n'existent plus du tout et on n'arrive pas du tout à les repérer. Ou encore des unités de surface, je ne sais pas, peut-être si Juliette, tu as eu ça, peut-être des unités de surface anciennes, comme le bonnier ou même les distances en pieds et pouces, ça n'a pas la même valeur à tel ou tel endroit, et puis l'espace peut varier du qui tout double. On a vraiment pas de vision précise, on ne peut pas suivre très précisément sur une carte la limite de telle ou telle seigneurie ou tel lieu. Donc, Oui, alors en fait, moi, la spécificité de la région sur laquelle je travaille, c'est qu'il n'y a jamais, enfin, de ce que je connais aujourd'hui, en tout cas, d'éléments qui précisent la longueur ou l'envergure des biens. En fait, ce qui complique le travail, parce que par exemple, quand on va mentionner la vente d'un bois, on a... non. Non, alors parfois, il est précisé que c'est petit. Mais étant donné qu'on ne connaît pas l'envergure de ce qui n'est pas petit, en fait, c'est ce qui rend la cartographie très compliquée. C'est que je peux à peu près localiser des champs, des prés, des bois qui vont être, par exemple, mis à l'échelle d'une villa. Mais à partir du moment où j'ai plusieurs biens dans un même endroit, le fait de les cartographier vient mettre un signe égal sur leur emprise, alors qu'en fait, j'ai aucune idée de leur emprise spatiale effective. Et j'ai une question aussi pour Alexandre, pour le lien entre justement le transport par voie d'eau et l'alimentation. Est-ce que dans les descriptions qui sont faites, est-ce qu'on fait référence au transport par eau, au droit de péage, aller au vinage et de ton lieu, pour dire pour tel transport de marchandises, il faut payer ça et ça, et les libertés de navigation, c'est des choses qui sont en permanence discutées avec les élites locales et puis les corps de bateliers, etc., pour justement le transport des denrées. Est-ce que toi, alors, dans le texte du livre de la description des pays, malheureusement, je n'ai pas de ça. Par contre, ce qui est très intéressant avec ce document, c'est que justement, en décrivant finalement les espaces qu'il a vus, qu'il a parcourus, on arrive à se créer une carte mentale, déjà. Rien que ça, c'est déjà beaucoup pour les gens qui le lisent, qui arrivent quand même à se repérer. Les voies navigables telles qu'elles sont exprimées, finalement, permettent de faire circuler des marchandises, mais pourraient éventuellement servir à faire circuler des hommes. Rien ne permet de l'exclure, en sachant qu'entre 1451 et 1455, on n'est pas... les spécialistes, Léonard Dauphin, il y a 2 ans, soumet l'hypothèse que le livre serait rédigé en 1455, tandis qu'Ernest Théodore a mis en 1451. Enfin bref, on est tout de même encore en pleine guerre de 100 ans. Donc, ce qui signifie que la maîtrise des voies navigables, ne serait-ce que par le ravitaillement pour une cité assiégée, c'est relativement important, mais également pour faire circuler les hommes d'un point A à un point B assez rapidement. Bien qu'on n'ait pas de mention d'indicateurs de taxes tels que la gabelle, la ton-lieu ou d'autres taxes, on sait qu'elles devaient sans doute être perçues, puisque là où toi tu n'as pas trop tu as du mal à percevoir vraiment la grandeur des superficies, le livre de la description des pays offre la possibilité d'avoir des unités de mesure. On a une mesure en termes de journées de voyage. Par exemple, le Royaume de France mesure 15 journées de long et 16 de large. Donc, ça donne déjà des indications très concrètes, très pragmatiques sur la chose. Mais c'est qu'en même temps, c'est qu'il fait état, il se sert de cellules de référencement, certes le diocèse, donc les évêchés, mais il se sert également des duchés et autres comtés pour finalement
se représenter. Donc finalement, ce morcellement territorial, cette mosaïque de territoires décrite en détail par les voies navigables, les montagnes, les forêts, etc., permettent finalement de poser la question qu'est-ce qu'une limite à l'époque médiévale, tout en se posant la question de quelle manière les droits associés au territoire pouvaient-ils s'emboîter, mais en même temps, de quelle manière ces droits-là permettent-ils d'être des marqueurs d'une identité locale, voire éventuellement régionale ou nationale. Ça pose tout un ensemble de questions que finalement les voies d'eau, et c'est ce que montrait Marc Sutor dans un article récent, sur la Meuse notamment, c'est que le monde médiéval semble être davantage en réseau et que les voies d'eau participent largement, grandement à cette mise en réseau des différents territoires au sein d'un pays, mais également des pays entre eux par la maîtrise des mers et des océans. Merci. Jérémy? Dans le fond, moi, j'ai moins une question que j'ai envie de corriger une injustice. Je ne sais pas si, Benoît, tu voudrais nous montrer un peu les faits saillants de ton vidéo, qu'on n'a malheureusement pas pu tout voir. Là. Je ne sais pas si je voudrais te laisser une chance de le faire, dans le fond. C'est pas les faits saillants, en fait, c'est les cartes que j'ai bâties. Puis, dans le meilleur des mondes, pendant que je décrivais les cartes, ça défilait en arrière, puis c'était tout synchronisé, puis tout arrivait en même temps. Puis là, quand je disais telle affaire arrive, là, ça apparaît, puis mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Là, c'est pas arrivé parce que pour une raison que j'ignore, après 1 minute, la vidéo stop. Il faut faire play 6 fois, ce que je savais pas, fait que j'ai perdu complètement le temps. Mais en fait, les faits saillants, plus ou moins les faits saillants, disons, mais c'est plus d'imager ce que j'ai fait en carte directe. Okay. Et peut-être plus les fonctionnalités ou le plus-value qu'amène ta carte. Je sais pas si tu veux le mettre ça en valeur dans le fond. Là. Ben là, on les voit plus. Ah, OK, on les voit, c'est beau. Ouais. Fait que, en fait, ce que ça apporte, c'est vraiment que, comme j'ai dit dans la présentation, c'est que ça nous permet de mieux nous représenter les déplacements de la 4e croisade, en fait, à ce moment-là. On voit vraiment par où ils sont passés, puis dans ce cas-ci, où ils ont combattu. Étant donné que c'est une vidéo, je ne peux pas faire moi-même montrer les puces, mais disons que ici c'est un combat sur mer, puis ici, c'est en avant du palais impérial qu'il y a un combat. Puis, donc, c'est ça, ça permet de mieux nous représenter les déplacements de un, puisque souvent, ils nous parlent de noms de différents lieux, puis c'est dur de savoir de quoi on parle exactement. Puis, deuxièmement, étant donné que je mets des extraits des sources directement dans la carte, bien, à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir accès à ces sources-là, puis pas uniquement dans un livre, mais vraiment que ce soit imagé, puis qu'on puisse facilement comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, puis pourquoi ils décrivent ce qui se passe autour d'eux de cette manière-là, dépendamment de ce qui se passe à ce moment-ci. Donc, c'est pas mal ça, les plus-values. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, ben d'accord, je vais y aller pour une petite question. Tu peux y aller après si tu veux, Yannick, si tu es plus inspiré. Pour répondre à ce que Jérémy vient de dire, justement, tu nous as parlé tantôt, Benoît, de Bodenhammer, en fait. Tu t'identifies dans ton historiographie. Bodenhammer va un peu loin dans son concept de la spatialité parce qu'il considère que tout ce qui a déjà été fait comme étude pourrait être fait sous l'angle des études spatiales, en fait. Et justement, je me demandais, ça revient un peu à la question que Mme Olson avait posée hier. Tu nous as dit que justement, tes cartes, ton ensemble de cartes, était là en appui à la représentation de ton corpus, en fait. Mais toi, est-ce que tu penses que c'est davantage une représentation ou c'est un outil qui te permet d'interroger ou qui te permettra d'interroger ton corpus? Si oui, comment, quelles questions tu pourrais y poser grâce à tes cartes? Je dirais que c'est comme un mélange des deux. En fait, c'est premièrement un résultat des recherches que je fais, puis une fois que ça c'est fait, c'est plus facile de se représenter les déplacements. Puis, peux-tu me rappeler la question rapidement? Il y avait beaucoup de mots, il faut que je procède. Considérais-tu que ton étude que tu as faite grâce à tes cartes, est-ce que c'est davantage en support à tes conclusions ou est-ce que c'est un moyen d'interroger ton corpus et d'aller plus loin dans ton questionnement? Moi, je dirais de la façon que je l'ai fait, c'est plutôt un support à ce que je veux dire, puisque c'est vraiment un support visuel pour mieux comprendre ce qui se passe, puisque au niveau des conclusions que j'essaie de tirer, puis de la représentation de l'Orient, puis de l'espace oriental byzantin. Ça va être vraiment plus au niveau de l'analyse du discours, de comment on en parle, de quels mots on utilise, puis à ce moment-là, les croisés dans leur mentalité, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, puis qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Donc, oui, c'est sûr que ça me sert à m'appuyer parce qu'on est capable de suivre où ils sont, puis quand est-ce qu'ils disent telle chose ou telle chose. Puis ça sert aussi pour comprendre mieux les déplacements, disons. Ça, je ne les ai pas montrés, mais disons pour la dernière carte que j'ai faite, qui sont en fait la bataille d'Andrinople de 1205, où les croisés doivent fuir la défaite. On les voit passer à travers en fait différentes routes puis différentes villes où ils vont fuir Joannis, le roi des Bulgares.
Puis ça, en fait, ça appuie mon propos aussi, puis ça m'aide à démontrer toute la logique derrière les déplacements des croisés. Mais je dirais que c'est vraiment c'est pas pour plus interroger où est-ce que ça s'en va, mais c'est vraiment pour plus montrer les résultats de mes recherches en général, je dis ça. Benoît qui nous prouve aussi qu'on n'a pas besoin d'être programmeur pour utiliser des outils comme ça. Donc, j'ai une question. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, t'en as une? Vas-y. Oui, ma question est pour Benoît aussi. En fait, je me demandais, vu que là, tu analyses les déplacements, mais également dans ton mémoire, tu vas analyser les représentations des bâtiments et de ce qu'on voit, ce qui ne serait pas pertinent, en plus d'avoir une vue à vol d'oiseau, de pouvoir se mettre en perspective, par exemple, de la vision culturelle à l'intérieur même de la ville. Parce que parfois, en voyant justement des airs, j'ai l'impression que ça ne rend pas fidèlement l'expérience du croisé, justement. Donc, ajouter une nouvelle facette. Une nouvelle facette, genre une troisième dimension, Google Street View, ben, je comprends pas exactement. Ben, pratiquement. Non, mais style, mettons. Parce que, évidemment, on parle de 1204, là, mais... Ouais, mais je sais pas trop comment je pourrais m'y prendre pour ajouter... Mais disons, mon autre carte que je montre pas, il y en a deux, en fait, que j'ai pas montré, puis mon autre, c'est celle de Robert de Clary qui fait le tour de Constantinople, puis il suit un guide, en fait, à travers la ville, puis il voit tous les bâtiments importants, des statues, des colonnes honorifiques, puis ça, c'est vraiment plus au niveau des représentations de ce qu'il voit autour, parce que toutes les fois qu'il voit quelque chose, il est complètement ébloui par la grandeur, la richesse, la noblesse, blablabla. Mais c'est encore une fois en vol d'oiseau, c'est sûr. Puis cette vision-là, disons, pour être plus immersive, si on veut, de ce qu'il voit, ça pourrait être une option, mais rapidement comme ça, je vois pas comment je pourrais m'y prendre pour, disons, amener le lecteur à comme, participer davantage, disons. Je suis vraiment pas au courant du volume d'iconographie disponible pour la période, là, par exemple, mais si tu pouvais, par exemple, justement comparer avec des tableaux ou quoi que ce soit, il y a des reconstitutions. OK, justement, je comprends. Ça peut être pertinent, mais j'ai vraiment aucune idée d'apporter. Il y en a quelques-unes, disons, mais c'est pas... évidemment, j'ai pas cherché ça dans mes recherches, mais je sais qu'il y en a quelques-unes. Je pourrais voir si ça pourrait être une bonne chose qui pourrait m'aider à illustrer mon propos. À partir de là, je verrai, mais c'est une bonne proposition. Je vais le prendre en note. J'aurais une question pour Alexandre maintenant. En fait, toi qui travailles sur un récit, en fait, on a peut-être tous ici déjà eu à travailler sur des récits qui, des fois, peuvent être des versions un peu limitées d'un espace ou quoi que ce soit parce qu'ils véhiculent une idée ou ils sont créés à partir d'une idée pour glorifier un royaume, dans ton cas peut-être, ou un roi. Et donc, pourrais-tu nous en dire davantage sur quelles sont les limites d'utiliser un récit dans ton corpus et ce serait quoi, tu en as parlé un peu au début, mais ce serait quoi les autres options possibles en termes de sources, par exemple pour toi, pour représenter ton paysage alimentaire, en fait, donc est-ce que ça pourrait être les stocks des abbayes, les stocks des palais, ce genre de choses-là? Comment on pourrait compléter l'étude? Tout d'abord, je vais commencer par les limites du récit de voyage que j'utilise. J'en travaille, moi, principalement sur Charles VII à travers Gilles Le Bouvier, à savoir l'œuvre du héros Berry. Ce qui est intéressant, c'est que le récit de voyage, pour le mot récit de voyage, ce qu'a montré Christine Quadra-Werfeli, c'est qu'il n'y a pas de définition exhaustive. Ça peut être un récit de voyage, ça peut être tout récit qui décrit une expérience personnelle en termes de voyage. Par exemple, je me suis rendu chercher du pain à tel endroit. Ça peut être considéré éventuellement comme un récit de voyage. Ce qui est intéressant dans le cas du héros Berry de celui-ci, c'est que à la fois ça peut rentrer dans le cadre des récits de voyage parce qu'il se déplace, mais en même temps, ça peut être considéré comme un traité de géographie de par les différents détails qu'il nous livre sur le royaume de France, sur des pays tels que l'Angleterre, les Allemagnes, la Suisse, des pays orientaux, etc., etc. L'une des grandes limites liées à ce récit-là, c'est quelle est la part de vérité, dans le sens où qu'est-ce qu'il a vu véritablement, ou est-ce qu'il s'est rendu véritablement, par rapport à quels sont les éléments que l'on pourrait considérer de fiction, autrement dit, quelle est la part du récit qui est issu de témoignages indirects, donc soit par des propos qu'on lui aurait rapportés, soit par des choses qu'il se représente lui-même dans son imaginaire. Donc, autrement dit, ce qui pourrait
la plus grande des limites, finalement, c'est de savoir quelles sont les sources, quels sont les outils méthodologiques que l'auteur lui-même aurait pu utiliser pour représenter son voyage, son récit. Toutefois, ces limites-là peuvent être facilement, d'une certaine manière, contrebalancées à travers l'étude de sa chronique du règne du roi Charles VII. Ce texte-là peut être l'une des sources qui permettent d'éclairer aussi sur ce qu'on mangeait. Ainsi, en 1440, selon la datation de Gilles Le Bouvier, lorsque le roi Charles VII entre dans Paris, avec tout le décorum qui est associé, on apprend notamment qu'il y avait des fontaines de vin blanc et de vin rouge. On apprend également que dans le cadre d'une réception qui s'est tenue à Vienne en 1438, le banquet qui a été offert à la reine de Castille, et justement, on apprend que justement on consommait un certain nombre de produits luxueux, assez raffinés. Donc finalement, en combinant différents témoignages, donc à la fois les chroniques, les récits de voyage, on arrive déjà à voir déjà ce que véritablement on pouvait consommer et ce qui pourrait manquer dans le livre. Toutefois, il pourrait être intéressant, ça je ne me suis pas entrepris dedans, mais il pourrait être intéressant de combiner à ces textes-là des textes normatifs, donc par exemple des lois, les lois somptuaires. Donc on pourrait regarder justement du côté de la religion ce que les normes religieuses, culturelles liées à l'alimentation, ça pourrait être une piste. On pourrait prendre également la comptabilité urbaine pour voir quelle somme d'argent a été investie par la ville. On pense à Toulouse avec les capitouls, sur ce qu'ils ont pu faire en termes de banquets, etc. Combien d'argent on a dépensé pour telle volaille, tel morceau de viande, telles épices, etc., etc. On pourrait prendre une documentation finalement très diverse et variée pour observer cela, voire même des sources davantage savantes, telles que les viandiers, donc des livres de recettes, voire des traités gastronomiques, seraient tout à fait possibles. C'est un travail que notamment Bruno Loriot a fait et continue d'entreprendre. On pourrait même prendre des sources iconographiques. Les très régisseurs du duc de Berry nous renseignent sur un certain nombre d'éléments à travers l'iconographie sur l'agriculture. On pourrait prendre les grandes chroniques de France qui contient un grand nombre d'images, une très riche iconographie en termes de banquets. Lorsque l'empereur Charles IV se rend en France sous Charles V, on a une image qui représente ce banquet. Donc finalement, les sources, ce n'est pas ce qui manque. C'est finalement le problème qu'on pourrait dire, c'est comment travailler avec cette multitude de sources et comment finalement restreindre ce corpus très abondant, car au bout d'un moment, il faut aussi faire des choix. Et donc, c'est pour ça que ce travail-là alimentaire, finalement, pourrait être un travail mené à la fois de manière pluridisciplinaire, en demandant le travail avec un groupe de recherche composé à la fois de littéraires, d'archéologues, d'historiens, éventuellement de géographes, pourquoi pas, pour justement tenter de cartographier tout cela, voir justement l'apport sédimentaire des sols, etc. Mais ça pourrait être également un travail de plus grande haleine pour tenter de mieux documenter finalement ce que l'on pouvait manger dans l'Occident médiéval, tout en prenant un prisme de comparaison avec l'Orient, puisque les sources narratives notamment peuvent être extrêmement riches pour montrer ce que l'Occident mange par opposition à l'Orient. Est-ce que finalement l'Occident est plus raffiné que l'Orient ou pas? Donc ça peut aussi donner tout un tas d'informations en termes de perception de l'alimentation au niveau de la culture, de la perception de l'autre, sur des questions liées à l'altérité finalement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions ou... Oui. Derrière, d'accord. Oui. Ma question était pour Juliette. Je me demandais, suite à votre présentation, qu'est-ce qui pourrait être les prochains défis ou les nouvelles perspectives en lien avec le rôle de la paroisse, comprendre mieux ses fonctions avec ce qu'on a sous la main présentement, peut-être du côté des historiens, des archivistes en France, et quelles seraient les limites à aller, en fait, où est-ce qu'on peut... les limites, finalement, qu'est-ce qu'on a, puis qu'est-ce qui manquerait, finalement, qu'on voudrait, ou que vous voudriez aller chercher, finalement, comment on pourrait aller les chercher, sinon... ce qui est manquant présentement pour mieux définir la paroisse au Moyen-Âge? Alors, je vais essayer de te répondre. En fait, avant, on considérait que les communes actuelles et leur définition spatiale permettaient en fait de déduire les paroisses médiévales. Donc en fait, on a énormément cartographié de paroisses médiévales. Et moi, si tu veux, c'est pas tant que je manque d'éléments pour le faire, c'est que je me pose la question de l'intérêt de le faire.
Parce qu'en plus, au Moyen-Âge, en fait, la vie des gens, elle s'inscrit dans une multitude d'espaces qui, en fait, s'imbriquent les uns sur les autres. Et de fait, si tu cartographies un espace avec des limites apposées, avec des traits, en fait, tu crées une représentation mentale du fait qu'il y a une limite comme nous, on la conçoit aujourd'hui. Et en fait, au Moyen-Âge, cette notion-là de limite, aujourd'hui, on pense qu'elle n'existe pas. Donc, en fait, moi, je fais du SIG dans mon travail sur, par exemple, les centres paroissiaux, sur les exploitations. Mais en fait, moi, je serais plutôt pour parfois moins de cartographie, mais sur des éléments, en fait, beaucoup plus précis. Sur des aires, en fait, géographiques très précises, parce que je pense que sur les temps anciens, en fait, on cartographie des phénomènes en les voyant comme des phénomènes contemporains. En fait, moi, je serais plutôt pour ne pas continuer de cartographier les paroisses, mais cartographier, par exemple, uniquement les chefs-lieux paroissiaux, pour se représenter. Parce que si tu veux, quand tu es dans une paroisse, quand tu passes dans une autre, en fait, symboliquement, il se passe rien au Moyen-Âge. Tu peux dépendre d'une paroisse et, par exemple, tu vas envoyer tes animaux paître avec des gens d'autres paroisses sur un territoire qui va englober 4-5 paroisses. Donc, en fait, tu es dans des représentations de l'espace qui ne sont pas du tout celles qu'on a aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci encore pour vos 3 excellentes présentations.